les plus grands défis dans toutes les sociétés que je dirige, c'est l'équipe. C'est qui recruter, comment driver la culture, euh, comment faire en sorte que l'équipe soit complète, autonome, performante. C'est qu'une question d'humain à chaque fois. Dans la suite de l'épisode, j'échange avec Tanguy Nguyen. C'est un entrepreneur, un investisseur. Il a cofondé Swiss Rock Group et la fiduciaire Experia, qui sont les deux basés à Genève. Cet épisode, c'est une première collab avec IFJ. IFJ, c'est une entreprise qui soutient la création d'entreprises. On a parlé de plusieurs thématiques. On parle d'investissement, on parle de recrutement et on parle de création d'entreprise. Pour la partie recrutement, ce que je trouve intéressant, c'est que Tang se base quasiment exclusivement sur les soft skills. Tang, c'est une personne inspirante. Donc si tu es en manque d'inspiration, je te recommande fortement de le suivre. Il est principalement actif sur LinkedIn. Bienvenue sur mon podcast. Je te souhaite un excellent épisode. Tang, je t'ai entendu dire il n'y a pas très longtemps dans un autre podcast, savoir recruter sur les soft skills plutôt que sur les hard skills, c'est ce qui fait la différence dans la croissance d'une boîte. Donc moi, ça me parle beaucoup et je voulais te poser la question concrètement, comment est-ce que tu recrutes sur les soft skills ? En fait, les meilleurs entretiens d'embauche que j'ai eus, c'était des conversations. C'est surtout parler de la philosophie, je dirais, de vie des personnes, de leurs valeurs, de leurs expériences, pas seulement professionnelles, mais également privées. Qu'est-ce qu'elles ont surmonté comme obstacle dans leur vie, comment est-ce qu'elles ont réglé leurs problèmes, où s'oriente en fait leur intérêt dans la vie, où est-ce qu'elles prêtent leur attention dans un problème, en fait en creusant sur des gros sujets qui sont très liés à l'expérience passée de chaque personne, à l'expérience de vie, et ben ça permet en fait de creuser sur qui est vraiment la personne et puis d'arriver sur des questions qui sont de plus en plus personnelles. Et ça, je pense que voilà, ça donne des clés sur comment la personne elle pense, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour elle, qu'est-ce qu'elle met en avant quand elle prend une décision qui est difficile, et ben, sur quelles valeurs elle se base pour prendre ses décisions. Et dans les moments d'adversité, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui se révèle de la personne, où se trouve son niveau je dirais de peur ou d'avidité. C'est des points d'inflexion, je dirais, quand les problèmes deviennent vraiment, je dirais, gros. Quand les moments se deviennent difficiles, et ben voilà, certaines personnes vont garder leurs valeurs, d'autres vont avoir peur et puis vont agir d'une manière ou d'une autre. Et en fait, pour moi, c'est très, très révélateur en fait de la partie soft skills d'une personne. Mais, et comment est-ce que tu transmets ça à une équipe RH ? Vous avez une équipe RH, tu as une ou un responsable RH. Comment est-ce que tu t'assures que cette personne le fasse aussi de cette façon-là ? Si c'est le but. Oui, alors on a déjà les RH, pour les recruter, c'est déjà un grand jugement sur leur capacité justement à être empathique, à être intéressé par l'humain, à être même passionné par l'humain, que la personne connaisse très très bien la culture du groupe, les valeurs du groupe. Donc, qu'elle sait que chez Swiss Rock, par exemple, il y a la considération client, il y a la partie ingéniosité et créativité qui est très développée dans la valeur et la culture du groupe, l'ambition, toute la partie également innovation et dynamique qu'on a là autour, et puis pérennité, vision long-termiste. Ça, c'est vraiment très, très important dans les valeurs qu'on a. Et entre vivre la culture du groupe et se baser sur ces valeurs qu'on réitère à chaque fois dans nos actions, donne un cadre justement à ces talent acquisition.
qui savent si ça va matcher justement avec les équipes, avec le management, qui savent comment on pense, comment est-ce qu'on a agi par le passé sur certaines actions. C'est assez subjectif, mais jusqu'à présent, ça fonctionne assez bien parce que le premier recrutement chez SwissRock est toujours un recrutement de soft skills. Si la personne ne passe pas le recrutement des soft skills, elle ne passe pas le deuxième entretien technique avec un directeur de section ou de filiale. Voilà, ça, c'est pas possible. Et puis là, on essaye de mettre un peu plus d'analyse dans cette partie soft skills. Donc, on met des outils tels que Assess First qui permettent justement de mettre en place, je dirais pas d'aider à la décision justement de mes talent acquisition pour justement regarder si une personnalité dans une équipe est plus prononcée dans une direction, si la personne qui va rejoindre une équipe match avec le directeur de l'équipe. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et puis du coup de faire ces ajustements avec le temps en voyant en fait comment chaque équipe performe. Donc tu as parlé de talent acquisition, donc ce sont des personnes qui vont acquérir des personnes talentueuses. Asset First, je connais pas, c'est un logiciel, donc là toi tu l'as expliqué, Oui. mais concrètement ça fait quoi? Ça utilise l'IA, ça reprend des données, tu dois entrer quelque chose, comment ça se passe? Oui, c'est une plateforme qui évalue les soft skills justement des différents collaborateurs ou viviers, je dirais. Les personnes en fait remplissent un formulaire, enfin c'est même pas un formulaire, c'est des tests de personnalité qui peuvent être assez subjectifs. On regarde des photos, on swipe à gauche à droite et puis on voit en fait un gars avec une cuillère ou un gars avec un café et puis tu swipes, est-ce que tu es plus le gars avec la cuillère ou tu es plus le gars avec le café. C'est assez subjectif, mais après ça donne vraiment une couleur sur la personnalité de la personne. Et puis, il y a également ça avec des tests, avec des textes, etc. Et puis combinés ensemble, en fait, on arrive à voir si une personne est, je sais pas, plus faite pour être commerciale ou c'est plus un créa ou une opération. Et puis, du coup, les faire matcher dans les bonnes équipes. Regarder si ça correspond à la personnalité d'un leader en question qui est peut-être, je sais pas, très extraverti parce que c'est un commercial et puis on voit que ça performe bien. Si une personne est très extravertie, alors là, du coup, il y aura justement un plus grand focus sur ce type de personnalité qui marche bien chez nous pour une activité précise. Et puis le fait de pouvoir ajuster en fait les équipes en fonction de leur performance et justement de ces tests de personnalité permettent de nous aiguiller, de faire nos tests et d'améliorer avec le temps. Et toi, ces tests, tu les as déjà faits pour toi-même ou tu connais Ikigai? Oui. Ou justement ces tests avec les couleurs ou autres, tout ça, c'est des tests que toi tu sais qui tu es dans le sens justement par rapport à que ce soit Asset First ou Ikigai ou t'as déjà fait tout ça? J'ai déjà fait pas mal de tests de personnalité. Je pense que ce serait intéressant que j'en refasse pour voir si ça a bougé ou pas. Mais c'est vrai que je n'ai pas pour moi-même utilisé ces tests-là dans le fait est-ce que je match avec quelqu'un ou pas. Je n'ai pas encore fait cette interaction, c'était plutôt de la curiosité pour savoir en fait qui j'étais. Et ça marchait assez bien, c'est assez surprenant. Comme quoi, on a l'impression d'être un peu percé à jour quand on fait ces tests-là. Et puis, je trouve justement très intéressant parce que justement le retour des gens qui font ces tests-là est également très positif. Ils disent ah oui, c'est vrai. Et puis je dirais c'est un peu plus pertinent que l'astrologie où on se dit ah oui, mais en fait ça correspond à tout le monde. Ça va beaucoup plus loin que ça en fait. Ouais. T'en aurais un à recommander?
comme ça qui te vient peut-être en Euh, tête Je pense que Assess First est un très bon outil. Donc je trouve qu'il est très lié à la réalité terrain et puis un petit peu moins théorique que les autres Ouais. voilà, qui sont basés sur des grandes études, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie terrain en fait. D'accord. Je sais que par exemple, Assess First était allé, a eu un gros impact sur les compagnies aériennes où justement il y avait beaucoup de turnover dans les crews avec leurs équipes et le fait que voilà, je crois que c'était Air France, le fait qu'ils recrutent l'équipe en fonction du chef de crew a diminué Hmm. drastiquement le turnover. Voilà, parce qu'il fallait qu'en fait l'équipe corresponde bien au chef d'équipe. Mhm. Ce qui fait complètement sens. Asset First, moi je pourrais y aller ou bien c'est Oui, c'est une vraiment. plateforme que tu prends un abonnement et Ok, puis, ok. je crois que c'est une équipe de centaines de personnes, ils font 35 millions de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Ah ouais, ok, Ouais, bonne boîte qui tourne. oui. Ok. Tang, avant qu'on continue, qu'on aille plus loin, je te propose que tu te présentes. Tanguy Nguyen, entrepreneur, 41 ans, de Genève. J'ai cofondé plusieurs sociétés, dont deux principales qui sont Swiss Rock Group et puis Experia Finance et Fiduciaire. Euh, je je gère à peu près une quinzaine de sociétés actuellement qui ont des services différents, assez synergiques, immobilier et finance. J'investis également dans beaucoup de startups, principalement en early stage private equity. Et puis également, j'aime bien investir dans du late stage, dans tout ce qui est nouvelles technologies. Aujourd'hui, je gère à peu près 250 personnes, 250 collaborateurs. Et puis en consolidé, les sociétés font à peu près 200 millions de chiffre d'affaires par an consolidé. Euh, et voilà. Voilà. Tu étais la première personne à qui j'avais vraiment demandé de se présenter il y a environ un an. Parce qu'au début, je ne sais pas si tu te souviens, mais il me semble que je l'avais dit dans l'épisode justement où c'est moi qui présentais. Et en fait, je trouve toujours intéressant de poser la question plutôt que d'imposer ce que moi je pense. Parce que tu vois, ça peut être très philosophique. En fait, là, tu t'es présenté de cette façon-là. Moi, je sais de par l'épisode qu'on a fait et aussi, ben là, j'ai refait des recherches et donc j'ai vu que t'en parles quand même. Cette partie, par exemple, où tu as une partie. Alors évidemment, tu as toute cette partie entrepreneur, business, business angel. Tu as aussi une partie où tu aimes danser. En tout cas, tu as pratiqué de la danse. Que ce soit, disons, un peu underground, style hip-hop, mais tu as fait de la salsa ou tu fais de la salsa, on en parlera peut-être après encore. Et justement, dans cette partie business angel, donc tu as parlé que tu aimes bien investir dans les startups ou les entreprises early stage, tu gères une quinzaine d'entreprises. Il y a environ un an et demi, donc tu as posté sur LinkedIn, enfin non, il y a quelques mois, tu as posté sur LinkedIn qu'il y a environ un an et demi, tu avais rejoint Blast Club. Et donc, toi, tu as été inspiré par des personnes comme Naval Ravikant, comme Tony Robbins, et plus récemment entre guillemets, hein, Anthony Bourbon, qui te fait penser un petit peu au Tony Robbins francophone ou français. Donc, moi, je voulais que tu me parles un petit peu de Blast Club. Pourquoi avoir rejoint Blast Club? Qu'est-ce que tu trouves dans Blast Club? Et que tu parles juste là, que tu racontes un petit peu cette histoire-là. Bien sûr. J'ai déjà vu, quand j'ai commencé à poster sur LinkedIn, du coup, j'ai fait mon analyse de la concurrence, mes recherches, j'ai regardé quelle personne était commençait à devenir influente. Très vite, je suis tombé sur le profil d'Anthony Bourbon que je ne connaissais pas avant de travailler sur mon LinkedIn. Et j'ai vu que voilà, il avait une communication qui était très franche, très crue parfois, et qui était assez clivante sur le marché français, où justement devenir riche était un peu tabou.
et puis du coup, qu'il osait voilà, clairement exprimer ses ambitions. Et ça m'avait déjà bien plu. J'ai vu qu'il commençait à communiquer sur les réseaux et puis voilà, qu'il avait une boîte qui s'appelle Feed sur, sur la food tech et qui marchait assez bien qui passait sur qui veut être mon associé. Donc petit à petit, j'ai vu l'évolution en fait du personnage et il a teasé pour annoncer une grande nouvelle qui allait sortir après sa première apparition à Qui veut être mon associé. Je ne sais plus quel numéro c'était. Et voilà, tout ce qui est Shark Tank, Dragon's Den ou Qui veut être mon associé, la partie française justement enfin, la version française de l'émission, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé. Donc les pitchs devant des investisseurs aguerris, etc. Et puis du coup, Anthony, qui faisait partie, qui fait toujours partie de l'équipe qui va être mon associé, était très clivant et avait une personnalité vraiment qui sortait de l'ordinaire. Il a dit je vais sortir le Blast Club. Le Blast Club, c'est quoi? C'est démocratiser l'investissement en private equity pour le grand public. Avec un ticket de 1 000 euros, vous pouvez rentrer justement dans une start-up qui sont généralement réservées aux VC. Et du coup, en fait, au début, je n'étais pas intéressé par investir dans les VC ou dans les startups du tout, parce qu'en fait, j'ai déjà accès aux différents fonds en seed stage, aux séries A ou B, et j'avais déjà fait pas mal d'investissements. Mais ce qui m'intéressait, c'est de comprendre comment est-ce qu'il allait disrupter le marché, comment est-ce qu'il allait réussir à donner cette offre au marché pour qu'elle soit intéressante et réussir son projet entrepreneurial. Et surtout avec la prétention qu'il avait de dire qu'il allait le faire, ça me teasait encore plus. Alors j'ai dit ok, je vais m'inscrire comme un des premiers investisseurs du Blast Club. La première ouverture au Blast, il y avait 500 membres. Donc j'étais parmi ces 500 membres et puis voilà, j'ai été sélectionné et puis j'ai pris je dirais un membership le plus élevé, diamant. Et du coup, j'ai commencé à suivre l'exécution en fait de son projet et puis je suis vraiment rentré dans l'aventure. J'ai vu qu'est-ce qui marchait moins. En fait, c'est cette partie-là qui me plaisait et au final je me suis retrouvé à investir dans pas mal de startups parce que je trouvais que c'était hyper intéressant, que les decks étaient bien présentés, que les analyses et les due deals étaient faites de manière pro et puis que c'était tellement facile parce que normalement je dirais je passe dizaines ou quinzaines d'heures pour investir dans une startup. Alors que là, ça me prenait 1 heure. Je faisais play, le mec il pitchait en live et puis je me faisais un avis en regardant les documents qui étaient pré-analysés derrière. Et j'ai commencé à investir au début des tickets de 10 000, 20 000, 30 000. J'ai même des tickets où j'ai investi 80 000 sur une boîte qui pour moi était fantastique. Je trouve qu'elle est toujours fantastique dans le Blast Club. Et au final, j'ai commencé à investir 100, 200 000 sur plusieurs startups et à suivre l'aventure. Et à un moment donné, Anthony a encore été encore plus clivant et puis il a dit ok, je vais ouvrir maintenant le capital du Blast Club et puis du coup je suis rentré dans cette ouverture de capital et puis vu que j'étais un des membres très actifs du club, et il m'a contacté, on a commencé à se parler, je suis allé le voir et puis à développer je dirais cette relation dans le club. Et toujours pour moi, pas déçu du tout d'être rentré dans cette partie-là, cette partie un peu plus, je dirais, grand public de l'investissement, avec justement une perspective en parallèle, parce que je suis également avec d'autres VC où j'investis également de manière très différente, qui sont beaucoup plus select, etc. Et je pense que la combinaison des deux aujourd'hui
est très intéressante et je pense que le monde est en train d'évoluer justement avec ces réseaux sociaux dans des formats qui sont beaucoup plus en crowdfunding, crowd equity, comme le Blast Club. Et du coup, ce mix influence, marketing, business est vraiment, vraiment, je trouve, l'avenir et comment est-ce que les sociétés de demain devraient s'orienter. Pour moi, une société devrait penser au personal branding, devrait penser justement à la partie sociale, média. L'IA est partout, elle a besoin de données. Donc, il y a énormément de données de marché, de marketing là-dedans. La nouvelle manière de communiquer, c'est vraiment pour moi les réseaux sociaux. Et celui qui maîtrise justement cette partie-là dans une entreprise maîtrisera sa communication interne, sa communication externe, itérera ou améliorera beaucoup mieux l'offre de son produit. Et puis d'être connecté avec le monde, c'est, je dirais, la clé pour une entreprise. Je vais juste revenir sur quelques termes que tu as mentionné et que peut-être pas tout le monde connaît. Donc, bon, ça, tu as fait l'analogie quand tu parlais de Shark Tank, par exemple, qui est l'équivalent de qui veut être mon associé aux États-Unis, mais en Angleterre aussi. Oui. Voilà. Donc, ces émissions, comme tu disais, où tu as des jeunes entrepreneurs qui ont des startups ou un produit ou autre et qui vont essayer de lever des fonds. Donc, VCs pour Venture Capitalists. Donc, c'est ces fonds aussi qui vont investir dans des startups. Seed, donc investissement seed, série A, série B. Donc là, on parle des étapes de l'investissement d'une entreprise, d'une startup en l'occurrence, de due deal. Donc ces analyses qu'on fait avant. Bon là, c'est due deal, c'est que ce soit pour une acquisition d'une PME standard ou justement pour les startups. Et donc c'est intéressant. Et toi, je t'ai entendu dire justement que pour toi l'investissement c'est pas juste de la finance. T'attends pas, évidemment, on attend un retour sur investissement quand on investit. Mais toi, tu as un intérêt en termes de connaissances, en termes d'enrichissement personnel. Comment est-ce que tu as commencé l'investissement? Pourquoi est-ce que tu as commencé à investir vraiment au-delà de l'aspect financier, mais plus pour toi? Alors au début, moi j'ai un passé de trader. Donc pendant 10 ans, j'étais trader. Dès que je suis sorti de l'université, j'étais trader actions suisses, trader actions US, trader structuré, produits dérivés, métaux précieux. J'étais dans des équipes qui faisaient de l'analyse fondamentale et puis quantitative. Donc j'ai vu, je dirais, un bon panaché de la partie trading dans le sens large. J'étais aussi au début day trader, je faisais du scalping, du swing trading. Après, j'ai commencé à investir sur plus moyen terme et j'ai commencé à m'intéresser à la partie investissement. Donc j'ai vraiment fait un panaché justement des différents styles trading / investissement. Et j'ai passé énormément d'heures, enfin j'ai des centaines de milliers d'heures justement à analyser les meilleures stratégies pour pouvoir gagner de l'argent. Et je me suis rendu compte au bout de 10 ans en fait que toutes les analyses que je passais avec les équipes quantitatives, avec les équipes fondamentales pour comprendre comment allait évoluer le cours d'une action et puis comment justement les informations sur une société peuvent impacter son prix. Et en fait, au bout de 10 ans, j'avais l'impression d'avoir tellement travaillé, mais de rien savoir. On faisait une analyse, on se disait c'est bon, on a trouvé la formule magique. Ça fait des mois qu'on a analysé l'algorithme, on a fait du backtesting pendant des années sur le secteur, sur le stock, etc. Et on y va, on lance la stratégie et puis au bout de 3 semaines, ça a changé. Il faut qu'on pivote et on ne comprend pas pourquoi on a gagné ou perdu. En fait, ça, c'est extrêmement frustrant. Et le fait en fait de partir dans l'investissement qui est beaucoup plus seed, c'est-à-dire early stage, en fait déjà ça évolue beaucoup plus lentement. Quand une société se plante, on comprend pourquoi elle se plante. Soit le produit il n'est pas fité au marché,
soit je sais pas, les dirigeants n'ont pas certaines qualités qui leur permettent pas de se développer, ou il leur manque des talents, une complémentarité. En fait, on comprend vraiment ce qui se passe. Et le simple fait de lancer ma première startup, puis ma deuxième, puis ma troisième, la courbe d'apprentissage que j'avais en lançant des startups était tellement énorme par rapport à ce que j'avais appris en trading sur le même temps, que je me suis dit non mais c'est fantastique. À chaque fois que je perds, j'ai l'impression vraiment d'être une nouvelle personne et d'en savoir beaucoup plus sur mon prochain investissement. Je sais que ma prochaine startup, je ne la ferai pas comme ça. Je sais que ma prochaine équipe, je la driverai différemment. La courbe d'apprentissage est tellement énorme quand on est dans des entreprises où on est en contact direct avec l'équipe en fait, ça vaut tout l'or du monde. Et du coup, alors, d'abord investir dans mes propres sociétés, ensuite dans des sociétés qui sont existantes, regarder comment elles évoluent, interagir avec l'équipe, comprendre les problématiques, essayer de les résoudre avec elles. Ça apporte tellement que là, du coup, je me suis passionné assez rapidement après mon expérience de trader à l'investissement startup. Voilà. Et concrètement, qu'est-ce que tu regardes chez un fondateur d'une startup dans laquelle tu vas investir? Tu m'avais mentionné, ou je t'ai entendu en tout cas dire que tu regardes typiquement si le ou les cofondateurs ont déjà géré des équipes. Encore une fois, tu reprends cette partie soft skills, leur capacité au change management. Est-ce qu'il y a d'autres critères que tu vas regarder? La résilience. La résilience. Détermination. Ça, c'est fondamental parce qu'on sait que c'est tellement long et tellement dur de monter une boîte que il faut tenir le coup. Et puis regarder dans les expériences passées de cet entrepreneur ou de ces entrepreneurs, est-ce qu'elles ont fait preuve de détermination et de résilience dans les missions ou les projets qu'elles se sont donnés. Donc que ce soit un sportif à haut niveau, ou que ce soit, je ne sais pas moi, un joueur d'échecs passionné qui allait jusqu'à certains championnats, ça c'est très très intéressant. Et c'est très très, pour moi, je valorise beaucoup. C'est quelque chose que je valorise beaucoup parce que je l'ai vécu moi-même. J'étais sportif de haut niveau. Dans plusieurs domaines. J'ai fait, comme tu sais, des arts martiaux pendant 10 ans. Après, je me suis passionné par la danse, donc la salsa, le hip-hop. Portoricaine. Portoricaine. et je suis toujours allé très loin dans les sports que j'ai faits, par passion. Et quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, ça va être comme les arts martiaux, comme la danse. Je vais plier le game en 2 secondes. Je me suis jamais autant pété les dents. Et au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je me disais, non mais comment c'est possible que j'y arrive toujours pas. Et du coup, c'est vrai que même en étant sportif à haut niveau, l'entrepreneuriat, ça finit jamais. On croit toujours que quand on atteint un certain milestone, on sera successful, mais on se rend compte que on l'est jamais. On est toujours en train de se challenger, les problèmes deviennent de plus en plus gros, et puis on se dit non mais en fait je suis toujours débutant. J'ai encore énormément à apprendre, et quand je regarde ce que d'autres entrepreneurs font, en fait je suis ridicule, je sais rien. Et ça, en fait, c'est ça mon expérience, je le projette sur l'entrepreneur qui démarre. Et puis, je me dis, est-ce qu'il va être prêt pendant les 10 prochaines années à tenir le coup, à avoir la même motivation et détermination que ce qu'il me montre aujourd'hui? Voilà. Et tu fais tes statistiques par rapport à son passé, par rapport aux soft skills qu'il a. S'il est suffisamment humble au départ, c'est hyper important parce qu'on doit tellement apprendre dans ce milieu que si on commence déjà avec de l'ego, on pense déjà tout savoir, on voit déjà que la personne va être super limitée dans son ascension.
Ouais, c'est clair. Et ce qui est intéressant pour cette partie sport, je trouve, c'est que moi, j'étais très biaisé, entre guillemets, à un moment donné, par, justement, je me disais, ben, si tu as été une personne qui a fait beaucoup de sport, sportif d'élite ou autre, euh, logiquement, tu auras cette discipline de vouloir tout le temps aller plus loin, tu vas vouloir te dépasser, etc. Et en fait, pas tous les sportifs d'élite, mais il y en a certains, ils sont quand même dans un confort. Alors quand ils vont s'entraîner, évidemment, tu dois pousser, tu dois aller très loin. Mais par contre, c'est minimum 8 heures de sommeil, disons entre 8 et 10. Si tu dors moins, alors tu vas pas performer. C'est l'alimentation hyper cadrée. Si tu manges pas toutes les 3 heures, je dis n'importe quoi, hein, alors tu vas pas performer. Et en fait, ils sont dans un monde un peu très confortable. Et dans ce monde, il y a les moments justement d'entraînement difficiles. Mais sinon, tout le reste est confortable. Ils vont se faire masser, ils vont aller faire de la récup d'une certaine façon. Et je dis pas, la discipline est là. Mais par contre, il y a tout un coussin qui les accueille et justement que tu n'as pas quand tu crées une entreprise, quand tu lances une start-up, etc. Tout ça, tu l'as pas. Parce que concrètement, on pourrait bosser 24 heures sur 24. Faut dormir. Donc tu mets ton sommeil là-dedans parce que tu sais potentiellement si tu ne dors pas assez, tu seras fatigué, tu vas moins performer, etc. Mais par contre, typiquement l'alimentation, là pareil, si on a cette notion, ben, effectivement, ça va aussi nous alimenter et nous aider à aller plus loin, mais c'est pas la logique. Et, et donc tu vas te retrouver à des heures tardives à bosser alors qu'un sportif, lui, va s'arrêter parce qu'il sait, parce que le lendemain, il a un entraînement. Alors que nous, en fait, l'entraînement, c'est tous les jours. Et tous les jours, il faut aller plus loin, faut pousser, il faut avancer. Parce que justement, il y a pas il y a pas de limite, en fait. Et dans le sport aussi, on pourrait dire qu'il n'y a pas de limite, mais tu as quand même ces milestones où tu arrives, que ce soit une course, un championnat, un combat ou autre, tu l'as, elle est là, elle est tangible entre guillemets. Tu Alors, vois. j'ai un avis qui diverge un petit peu. Je vois beaucoup plus d'analogies, moi, entre les deux exemples. Simplement, peut-être tu as pris un exemple où le sportif d'élite, il n'est pas en compétition. Du moment où je sais pas, tu es un basketteur comme Kobe Bryant qui doit être meilleur que le monde entier et puis qui se dit ah non, moi je dois me lever à 4 heures du matin et puis je dois faire 4 sessions d'entraînement par jour et je me repose et je me rentraîne et je me repose et je m'entraîne parce que je dois être le meilleur, parce que dans 10 ans je dois éclater tout le monde, parce que si je suis meilleur 1% de plus par jour, et ben dans 10 ans je vais pouvoir briller comme le meilleur joueur du monde. Alors là, on peut comparer à l'entrepreneuriat où en fait Complètement. tout dépend à qui tu te compares. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est le marché. Il y a la compétition, il y a des concurrents qui sont partout sur les mêmes produits, les mêmes services. Tu es confronté à des clients qui te disent ah non, mais l'autre il a un truc qui est mieux. Donc forcément, tu es en compétition constante. Alors que, comme tu dis, le sportif d'élite qui reste dans son confort, c'est-à-dire qui ne se met pas en compétition, qui dit je suis un sportif d'élite, j'ai des super résultats, etc. Oui, mais par rapport à qui? Il n'a pas la pression de la compétition, parce que s'il se dit je le fais pour être en bonne forme, en bonne santé, atteindre un bon niveau, oui, mais si tu veux être le champion dans tous les marathons, dans les Ironman, etc., si tu veux être parmi le top 10, le top 20, alors là, tu te commences à te challenger, à te confronter beaucoup plus. Mhm. Mais c'est vrai que, comme tu dis, l'entrepreneuriat, ça, il te le rappelle tous les jours. Parce que tu vends pas, tu manges pas. Voilà. Ou tes équipes ne mangent pas. Donc, du coup, tu as un recall qui est beaucoup plus fréquent que quand tu dis ah, je vais m'entraîner pour un marathon dans les 6 prochains mois, je dois bien dormir, bien manger. Voilà, tu as le temps de t'en rappeler, je dirais, avant le championnat ou avant la course. Voilà. Pour revenir juste sur l'investissement, donc toi qui investis de manière fréquente, comment est-ce que tu gères le FOMO, tu sais, le Fear of Missing Out? Parce que tu as tellement d'opportunités.
Au début, très mal. Ouais. Au début, je voyais une opportunité, je pensais que c'était voilà, le Graal, il fallait y aller vite, j'ai la chance de pouvoir rentrer dedans. Petit à petit, quand on voit que son capital commence à diminuer, puis qu'il faut commencer, et puis que les opportunités commencent à grandir, on se dit, ah, peut-être je me suis un petit peu précipité. Là, maintenant, bah voilà, j'ai pas autant de liquidité que le nombre d'opportunités dans lesquelles je pourrais rentrer. Donc, comment est-ce que je gère le FOMO? Là, du coup, bah, en fait, tu compares par rapport aux investissements que tu as. Tu regardes le retour sur investissement potentiel de chacun des deals dans lesquels tu rentres. Et puis, quand je vends un deal, c'est parce que je sais que derrière, j'ai un autre deal avec un retour sur investissement potentiel qui est plus élevé que celui dans lequel je suis. Donc, ce n'est pas important de faire, pour moi, ça c'est ma stratégie d'investissement, mais ce n'est pas important pour moi de viser un x2, x3, x4. Il y a des copains à moi qui me disent, ah, je suis à x10 sur cet investissement, voilà la perf que j'ai fait. Mais pour moi, ce n'est pas ça. Tu as mis combien par rapport à l'enveloppe de ton capital disponible? Euh, et, euh, et pourquoi est-ce que tu restes encore dedans? Parce que ton but, c'est de faire x20, mais quand tu es déjà à x10, bah, finalement, il suffit que la boîte fasse x2 pour que tu aies fait x20. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a d'autres deals aujourd'hui qui peuvent faire x3? Alors bah, du coup, bah, voilà. Alors, vends ton investissement qui est pour l'instant à x10 et puis tu es tout content parce que tu as un espèce de petit ego personnel où tu dis, ah, j'ai fait un super deal, j'ai fait 10 fois, j'ai bien senti, j'ai eu un bon flair, mais en fait, on s'en fout. Comment est-ce que tu alloues ton capital pour avoir le plus grand impact sur ta fortune bah voilà, sur les prochaines années, en fait. Donc, c'est le résultat final. Ça ne sert à rien de dire, ah, j'ai fait des fois 100 partout, puis combien tu as dans ton compte? Ah, bah, j'ai 100 000 balles. C'est pas ça. C'est plutôt de dire, bah voilà, comment arriver à un niveau d'investisseur, bah voilà, star, comme la méga star Warren Buffett, et comment est-ce qu'il a réussi à ça? Et, euh, et, euh, et du coup, je pense que prendre du recul également sur son ego, sur qu'est-ce qu'on veut gagner, mais sur plutôt comment construire sa stratégie d'investissement, c'est vraiment basé bah voilà, sur comment augmenter ton ROI global sur les 10 prochaines années. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des critères spécifiques, il y a mon micro qui est en train de tomber. Tu as des critères spécifiques sur le type d'entreprise sur lesquelles tu vas investir? Donc, toi et non pas SwissRock. Je dis ça pour les personnes peut-être qui ne sauraient pas, et je ne sais plus si tu l'as mentionné, mais parce qu'effectivement, toi, avec la casquette SwissRock, vous investissez aussi dans des entreprises qui ont un lien avec votre secteur. Par contre, voilà, je crois que c'est assez clair que toi aussi tu investis. Donc toi, quel type d'investissement tu vas plutôt chercher? Justement, tu parlais du x2, du x10 ou autre. Est-ce que ça, c'est un critère que tu vas directement essayer de regarder? Par exemple, il y a des VCs, j'ai plus le nom, mais j'avais écouté un podcast où c'est du private equity à Paris, où eux ils cherchent, c'est du x1000 quoi, tu vois. Ils regardent pas, pour eux c'est, ils veulent que des licornes françaises, et ils vont investir là-dedans. Toi tu te situes où par rapport à ça? Je pense que tout le monde regarde le multiple. Donc tout le monde, enfin quasiment tous les VCs sont très sensibilisés par rapport aux multiples qu'ils peuvent faire sur leurs investissements, parce que c'est leur métier. Moi, pareil, c'est très important pour moi de définir à la base. Je me dis, voilà, quand j'investis dans une boîte, je me dis, ah, cette boîte, elle a un potentiel d'arriver à tel niveau. Et puis je pense qu'à partir d'un certain niveau, elle va commencer à ralentir. Donc, je fais mes propres pronostics. Et plus je commence à investir en early stage, plus j'ai du potentiel de faire du multiple. Par exemple, si je fonde une société aujourd'hui, une SARL à 20 000 francs,
Et puis je me dis, OK, on peut démarrer quasiment sans capital, juste voilà, une bonne équipe qui travaille, je dirais, sans se payer énormément, et puis, qui veulent démarrer de scratch, en bootstrap, avec une tonne de système D, et puis d'essayer de créer du chiffre d'affaires à partir de ces 20 000 francs de capital de départ. Et tu te dis, bah voilà, je pense qu'au bout de 2 ans, ces 20 000, on peut faire 2 millions de chiffre d'affaires, et après on peut vendre la boîte à une fois le chiffre d'affaires. Voilà. Donc du coup, on a fait 100 fois. Euh, c'est énorme. C'est clair. Donc après, si on va dans un stage un peu plus tardif, et puis qu'on se dit, bon ben voilà, la boîte vaut déjà 2 millions, mais par contre, avec une équipe qui est top, elle roule. Et l'idée, c'est d'arriver à 10 millions, de faire un x5, parce que je pense qu'on n'est pas loin et on peut faire un x5 dans les 2 prochaines années. Et ben, est-ce que j'ai un investissement qui rapporte plus que ça par rapport au risque que je prends? Si la réponse est non, paf, j'y vais. Voilà. Donc c'est comme ça que je réfléchis. Et puis bah, également évaluer mon propre jugement sur mes investissements, bah, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. En regardant, avec la rétrospective, je regarde mes investissements où je pensais faire un x50, et puis être super riche grâce à cet investissement. Bah, je me rends compte, ça fait 5 ans, 10 ans que je suis dedans. J'ai fait x3 seulement en 10 ans. Je me suis bien trompé, ça ne valait pas la peine. Mhm. Voilà. Donc, on t'investit dans ces entreprises, dans ces startups. Généralement, toi, c'est plutôt cash out ou tu restes dedans. Là, tu as dit au début que tu gères une quinzaine d'entreprises. On est d'accord, cette quinzaine d'entreprises, c'est celles qui font partie de Swiss Rock Group, plus Experia, plus peut-être d'autres. Mais celles-là ne font pas partie des entreprises dans lesquelles tu as investi. Non, exactement. Il y a une différence. Les 15 sociétés que je gère, donc je suis vraiment très influent dans la direction générale de ces entreprises-là. Donc j'ai un impact qui est direct par rapport aux décisions que je prends. J'ai un vrai accompagnement d'équipe sur ces 15 sociétés. Alors que quand j'investis dans une start-up en early stage, où je ne suis pas impliqué, je suis juste dans le conseil d'administration ou dans le board de loin, et puis je donne mon avis. Ça, je le considère comme un investissement. Okay, ouais. Qui est très différent. Mm-hmm. Voilà. Ok. Et Experia dans tout ça, tu l'as confondu avec ta femme, c'est juste? C'est ça. Ouais. Experia est né justement du fait que j'avais besoin de comptabilité pour ma nouvelle société qui était Swiss Rock. Ma femme cherchait du boulot parce qu'elle venait elle travaille dans un grand groupe immobilier qui avait fermé, et elle avait monté tous les départements comptables. Et du coup, elle essayait de se repositionner sur le marché, et puis elle ne trouvait pas justement un challenge qui était suffisamment intéressant pour elle par rapport à ce qu'on lui proposait, parce qu'elle avait monté une équipe avec justement toutes les technologies Microsoft, Navision, Business Central. Elle avait fait plusieurs centaines de milliers avec sa boîte. Sa boîte avait fait plusieurs centaines de milliers de développement et de paramétrage sur le système qu'elle avait monté avec tous ses auditeurs, ses équipes financières. Et puis, quand le groupe immobilier a fermé, elle a pu récupérer l'intégralité de son travail de paramétrage sur le RP. Et puis moi, j'avais besoin de comptabilité à ce moment-là. Et puis, je ne pouvais pas utiliser un système aussi poussé qu'elle avait fait. J'avais une comptabilité basique, mais j'en avais besoin d'une. Et puis j'ai commencé à lui dire, est-ce que tu peux m'aider sur la comptabilité? Et puis elle a dit oui. Elle a commencé à m'aider au début gratuitement, et il commençait à avoir de plus en plus de comptas, de factures, etc. Et puis son ancien employeur est revenu à la charge. Il dit, mais la société est en liquidation, on a encore besoin de toi pour nous aider pendant plusieurs années, le temps de liquider le groupe, parce que c'était un grand groupe de 40 filiales. Donc il y avait beaucoup de choses à faire encore. Et puis elle a dit, non, mais je vais ouvrir j'ai envie d'ouvrir ma fiduciaire.
Moi, je l'ai beaucoup encouragée là-dedans également. Elle venait d'obtenir également son brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Et du coup, on a dit, bon, voilà, ouvrons une fiduciaire. Moi, je dis, je t'accompagne, je te donne Swiss Rock et par la suite également mes autres boîtes. Et Swiss Rock a grandi, l'entourage a grandi. Donc, on a ouvert vraiment par besoin Experia Fiduciaire. Qui s'est tout de suite positionné comme un département comptable à l'interne des entreprises. Parce que ce n'est pas une comptabilité au grand livre, c'est une comptabilité en compta tiers, donc qui va beaucoup plus loin. Saisie des factures par OCR, un ERP qui n'est pas gratuit à mettre en place, donc Business Central Microsoft avec tous les outils, OCRisation, gestion électronique des documents, je dirais automatisation voilà, du calcul des amortissements avec des tableaux consolidés déjà montés, des budgets versus réalisés, voilà, avec du dashboarding Power BI. Il y avait vraiment un environnement déjà préconfiguré et puis sur lequel elle se sentait à l'aise. Et puis du coup, on a construit l'équipe là-dessus. Et ça s'adresse à une clientèle qui est plus PME, qui ne cherche pas uniquement à faire sa déclat à la fin de l'année, mais qui cherche à pouvoir passer tous les contrôles sans problème, qui cherche à pouvoir avoir une prévision financière, de pouvoir se connecter aux outils opérationnels et pouvoir en fait d'aller beaucoup plus loin dans l'automatisation et la robotisation des tâches administratives et financières. Voilà. Quand tu disais que tu avais besoin d'une comptabilité, oui. Donc ça c'était quoi, la genèse de Swiss Rock ou bien? C'était ouais. Au départ de Swiss Rock, on avait besoin de comptabilité, on avait besoin d'avoir une vision financière pour beaucoup mieux piloter l'entreprise, avoir des outils d'aide à la décision pour savoir qu'est-ce qui était rentable et qu'est-ce qui ne l'était pas. Et puis c'est vrai que quand j'ai commencé dans l'industrie, moi je ne connaissais pas comment fonctionnait l'industrie. Et du coup, voilà, avoir l'expertise de ma femme sur voilà, comment gérer par exemple les travaux en cours, comment est-ce qu'on calcule justement notre rentabilité, et voilà, je suis tombé des nues. J'ai cru que j'étais riche et puis une fois que j'avais terminé ma comptabilité, en fait, je me rendais compte que j'étais pauvre. Et c'est toujours comme ça, c'est toujours très décevant la partie comptabilité. Et puis voilà, je pense que j'ai beaucoup appris en finance grâce à ma femme. Et à l'arrachage de cheveux à minuit tous les jours pour calculer les finances de Swiss Rock. Et puis du coup, je me suis dit pourquoi est-ce que voilà, au début c'était comme ça et puis après j'ai dit à ma femme non mais vas-y, ouvre Experia, propose à plusieurs entreprises, plusieurs PME et à chaque fois on apprenait d'une entreprise, d'une autre industrie pour une autre société et petit à petit on a commencé à avoir 2, 3, 4, 10, 20, 30 PME voilà, et qui avaient un socle standard de gestion financière et pour lequel on pouvait apporter de la valeur. Voilà. La morale pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est si vous avez besoin d'une comptabilité, créez votre fiduciaire. Voilà. Tu vois, là, je suis en train de me dire que j'ai loupé un truc. Tu vois, j'avais pas encore assez l'esprit entrepreneur quand on s'est dit qu'on allait bosser avec une fiduciaire. Ouais. J'aurais dû créer la fiduciaire directement. Et ton ambition, tes ambitions avec ta femme pour Experia, parce que là, Swiss Rock, vous avez grandi, vous avez acquis à un moment donné une ou des entreprises. Tu l'as dit, aujourd'hui, c'est 200 personnes environ. Et Experia, là-dedans, toi, tu es dans le board, dans le CA, dans le conseil d'administration, mais tu n'es pas dans l'opérationnel. C'est vraiment ta femme qui oui. Gère la FIDU. Et qu'est-ce que vous voulez en faire? Experia est beaucoup plus petit que Swiss Rock. C'est vraiment pour moi une start-up early stage, justement avec d'autres challenges. Comme je t'ai dit,
Je ne fais pas de vase communicant entre le cash flow de Swiss Rock et d'autres sociétés, ni d'Experia. Donc, j'aime me reconfronter à une nouvelle industrie, à un nouveau marché, à voir justement d'autres problématiques et essayer de les résoudre. Parce que finalement, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est résoudre des problèmes et être passionné sur comment résoudre ces problèmes de manière la plus efficace possible. Et je trouve que l'industrie de la fiduciaire est passionnante parce qu'en fait, elle est pareil, elle est vieillissante, très dure, peu de potentiel de scalabilité, peu de marge. Et du coup, tout à faire. Il y a les nouvelles technologies qui arrivent. Les entreprises cherchent une gestion financière qui soit plus simple, plus efficace, moins chère, parce que c'est souvent considéré comme un coût, gérer les finances, alors que pour moi, c'est très différent. Avoir un outil d'aide à la décision peut changer drastiquement la décision qu'on prend au quotidien dans une entreprise. Et, euh, et, euh, et créer une société comme Experia qui est un support d'abord pour les entreprises dans l'accompagnement financier, mais également dans l'accompagnement après qui va de plus en plus dans les opérations, dans le consulting sur comment automatiser tel process, telle opération, comment lire ses finances avec une autre perspective, comment calculer l'impact de toutes les décisions qu'on prend sur les chiffres de son entreprise. Je pense que ça, c'est clé pour pouvoir bien gérer et puis pour comprendre en fait le business qu'on est en train de développer. Voilà. Et la plupart des entrepreneurs petites, moyennes, en fait, sont dans ce challenge. J'ai pas de cash flow, j'arrive pas à développer mon chiffre d'affaires. Comment je fais avec tout ce turnover de personnel? Il y a des concurrents qui sortent de nouveaux produits sur le marché. Est-ce que je devrais investir? Comment est-ce que je dois investir? Il y a de la recherche et du développement à faire, mais j'ai pas les moyens. Voilà, tous ces challenges-là, en fait, on retombe toujours sur les finances. Voilà. Et donc, du coup, je trouve que Experia, pour moi, je n'ai pas une ambition de refaire un Swiss Rock de la finance. Je veux vouloir aller dans ce sens naturellement, bien sûr, mais ma première ambition, c'est de me développer personnellement avec ma femme. Quand elle a des gros problèmes de gestion opérationnelle, des grosses questions sur qu'est-ce qu'elle doit faire à ce moment-là, est-ce qu'elle doit se repositionner ou pas sur le marché, ça me fait sourire. Ça me dit, génial, qu'est-ce que tu ferais? Et là, qu'est-ce qu'on ferait? Là, on vient de perdre 2 gros clients, il y a le cash flow qui drop. Qu'est-ce qu'on fait? Et dans combien de temps? Est-ce qu'on doit licencier quelqu'un ou est-ce qu'on doit embaucher un commercial? Tous les entrepreneurs se sont posés cette question. C'est sûr. Et le fait de le revivre avec sa femme et en se disant, on croit tout savoir parce que j'ai un groupe qui a 200 collaborateurs, qui fait du cash flow, du chiffre d'affaires, qui a une super croissance. Mais quand on recommence les petites startups au début, on est meilleur, oui, mais c'est tout aussi difficile. On repasse par des étapes, on se rappelle et puis on se dit, mais ok, c'est pas la même industrie. Comment est-ce que dans cette industrie-là, ça fonctionne? Est-ce que c'est pareil que l'immobilier ou pas? Et puis on voit qu'en fait, non, c'est des autres codes, des autres acteurs, des autres concurrents, des gars qui ont beaucoup plus de focus que toi en face et qui font ça à 200%. Et puis toi, tu es là à 10% de ton temps. Comment est-ce que je vais battre le mec qui a un focus à 200%? C'est d'autres challenges et c'est hyper passionnant. Donc, pas d'ambition en termes financiers, ou conquérir le monde ou devenir riche sur mes startups ou les venture building que je fais sur la nouvelle startup, mais plutôt, ok, qu'est-ce que ça va me développer comme nouvelles compétences? Voilà. C'est intéressant, c'est pour toi un outil de développement personnel, de justement continuer à te pousser. Et donc là j'hésite, j'aimerais partir sur 2 chemins différents. Je vais plutôt enchaîner avec
la question que Doug d'IFJ, donc Douglas, le responsable suisse romande et tessin de l'entreprise IFJ, donc il y a cette collab qu'on a aujourd'hui avec mon podcast, parce que c'est une bonne transition par rapport à ce que tu disais. Et lui voulait te poser la question: quel défi unique au secteur immobilier et fiduciaire as-tu rencontré lors du lancement de ton entreprise? Donc moi je te propose, enfin où tu fais comme tu veux. Si tu veux, on parle de Swiss Rock, pardon. Là on parlait d'Experia et t'es plus proche justement de la petite boîte, de la start-up ou de la PME. Donc j'ai l'impression que ça match plus à ce que à peut-être l'expérience que tu as aujourd'hui avec Swiss Rock. Donc, quel est vraiment les défis uniques peut-être que tu as rencontrés là-dedans? Les plus grands défis dans toutes les sociétés que je dirige, c'est l'équipe. C'est qui recruter, comment driver la culture, comment faire en sorte que l'équipe soit complète, autonome, performante. C'est qu'une question d'humain à chaque fois. La différence, c'est que pas toutes les entreprises ont les mêmes ressources et les mêmes armes. Quand on est un Swiss Rock et puis qu'on a une traction talent qui est énorme et puis qu'on reçoit 3-4 000 CV par an, c'est pas pareil que quand on est une start-up et on n'est personne et on n'est pas les meilleurs et puis on doit composer avec ce qu'on a, avec des personnes qui ne sont pas forcément les meilleurs de leur domaine. Et, et en fait, composer avec une équipe entre guillemets moins parfaite, c'est très challenging. En fait, on doit se dire, on doit accepter encore plus les défauts ou les faiblesses de nos collaborateurs débutants, débutants ou pas, ou qui ont une lacune quelque part, mais on n'a pas les moyens de composer avec un profil qui est plus élevé, qui coûterait le double. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est passionnant. Donc, du coup, on se dit, on va être plus tolérant sur un type de profil, malgré ses défauts. Voilà, on va être plus tolérant sur un désalignement de certaines valeurs dans l'équipe. On sait que ça va créer des tensions. Comment est-ce qu'on va justement lisser ces tensions? Et cette agilité de recomposer avec une équipe qui est différente, avec d'autres contraintes et d'autres ressources, en fait, c'est ça le jeu pour moi de l'entrepreneur. Voilà. Et comment faire en sorte que cette équipe qui est imparfaite reste drivée, reste motivée et batte ses concurrents dans un futur proche. Et dans ce sens-là, est-ce que tu as des recommandations, des conseils pour les personnes soit qui débutent, qui sont dans une start-up, ou soit juste qui vont créer une entreprise? Je pense que la plupart des entrepreneurs qui ont un plafond de verre, c'est ceux qui n'acceptent pas suffisamment l'imperfection. J'en ai déjà parlé dans un podcast, mais accepter l'imperfection, c'est vraiment, vraiment un skills. Voilà, on accepte que l'équipe est imparfaite, mais si on regarde sous un autre angle, une autre perspective, on compose l'équipe avec la zone de génie de chaque personne. Et qu'est-ce qu'on a besoin en base, en fondation, comme compétence pour pouvoir faire en sorte qu'une entreprise marche? Voilà, on a besoin de commerce, on a besoin d'opérations, des personnes qui améliorent et qui créent un service ou un produit qui est product market fit, et de combiner ces deux pour faire en sorte d'avoir du revenu, une efficience opérationnelle, et à partir de là, on compose la partie marketing, la partie finance, la partie IT, la partie opération, RH, et on essaie avec d'autres armes de se dire, ok, je dois trouver une personne multicasquette pour l'instant, pendant une période donnée, et on atteint un chiffre donné pour pouvoir se dire, on peut se permettre une autre personne qui sera
imparfaite et qui aura sûrement multicasquette à un autre moment donné, mais le fait de le planifier et puis de mesurer en fait sa performance, voilà, c'est un exercice qui, je trouve, est passionnant. Je suis content que tu abordes cette thématique-là et que tu le poses sur la table comme ça. Donc accepter l'imperfection. Je pense que, bon, tu l'as déjà dit justement, c'est très important de le faire, surtout quand on débute parce que, ou peut-être là je pense, mais ça m'intéresserait aussi d'avoir ton retour, à peut-être le monde un peu plus traditionnel, donc des PME, ou même micro-entreprises où tu as une personne qui a créé l'entreprise, qui a toute la connaissance technique aussi, si on parle, enfin peu importe la technicité, que ce soit dans le monde des finances, dans le monde du bâtiment, voilà, peu importe le secteur, et c'est cette personne qui au début va être le couteau suisse de l'entreprise, qui va tout faire, qui va faire l'admin aussi, qui va faire la finance, qui va regarder avec la fiduciaire, qui va regarder avec l'assurance, qui va voir les clients et qui va faire le travail. Et ensuite, quand cette personne grandit, enfin quand l'entreprise grandit plutôt, cette personne va continuer à tout faire, tout en gardant cette partie technique et en voulant que les autres gens fassent la même chose exactement pour qu'il y ait cette même qualité de 150%. Alors que là où je trouve intéressant ce que toi tu dis, c'est que, alors évidemment, il faut garder la qualité, mais par contre, si cette personne qui est, disons, la personne qui peut apporter une réelle valeur ajoutée au développement de l'entreprise, si elle continue à tout faire, bah, à un moment donné, si tu délègues pas, tu peux pas multiplier justement ton temps, tu peux pas optimiser le tout. Et il y a une question d'ego, à mon avis, aussi, quand tu te lances, quand tu cofondes une startup ou tu fondes une startup, ou en tant que CEO de la startup, je fais entre guillemets CEO, parce que finalement, quand tu débutes et que tu as 5 personnes ou même que tu es seul, oui, tu es CEO, mais en fait, tu fais tout. C'est pas si facile que ça de lâcher du zeste et de dire peut-être à une personne bon ben va toi faire ce pitch là, moi je vais faire un autre, alors que normalement c'est cette personne là qui faisait tout. Si tu fais pas confiance évidemment il faut que la personne aille prouver. Voilà, moi je trouve que c'est important cette notion d'imperfection. Euh, c'est aussi une question de perspective, la perfection. Personne n'est parfait dans ce qu'il fait, et encore moins si on est multicasquette. Le travail de l'entrepreneur, c'est de comprendre sa zone de génie. Où est-ce qu'il est vraiment bon? S'il dit je suis bon partout, c'est que c'est un mauvais entrepreneur. Donc on doit prendre conscience de qui on est, de nos réelles forces, et puis et trouver des gens avec des soft skills qui permettent justement de devenir meilleurs que nous dans certaines tâches qu'on fait, parce que ce n'est pas notre zone de génie. Euh, Typiquement, au début, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, je faisais le commerce et la création de produits. Je me suis vite rendu compte que j'étais nul en commerce, parce qu'en fait, voilà, je préférais passer toutes mes nuits à bosser sur mon service ou mon produit plutôt que d'aller dehors, aller en parler avec un maximum de personnes. Ce n'est pas quelque chose qui me plaisait. Un commerce commercial. Exactement. Ouais. Et je pense, voilà, déjà, c'est très dur pour un entrepreneur d'avoir ces deux. D'être extrêmement bon en commercial et extrêmement bon opérateur, pouvoir optimiser son service ou son process au marché pour avoir le produit ou service parfait. Voilà. Celui qui a les deux, bravo, il va monter très vite et puis il va pouvoir avancer en solo un peu plus longtemps que les autres. Mais en réalité, il va être meilleur dans un pan qu'un autre. Son but, ce sera de trouver très rapidement un associé ou un collaborateur ou un directeur qui soit son binôme et sa complémentarité sur sa compétence la plus faible. Et en fait, c'est ça au début. On a des priorités sur ces deux bases, création et commerciale. Où est-ce qu'on se dirige le plus? Moi, par exemple, c'est opération. Alors, je vais devoir trouver le meilleur commercial qui soit. Je vais essayer de trouver cette personne-là comme
comme premier complément. Une fois qu'on a ça, je décante dans ma partie opération. Dans quelle partie opérationnelle est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis meilleur dans les RH, dans la finance, dans la structuration des opérations, dans l'IT? Voilà, moi je pense que j'étais meilleur dans la partie finance au début et RH après. Et puis du coup, la première chose que j'ai essayé de faire au début, c'est de recruter un financier. Et puis ensuite, une fois que c'était fait, une directrice RH avec une talent acquisition. Ensuite, après, je me suis occupé uniquement des opérations. Et en fait, j'ai descendu en fait, par ordre en fait, de complémentarité dont j'avais besoin. Et j'ai trouvé la personne qui complémentait ça en face. Voilà. Et je pense qu'un entrepreneur qui veut scaler vite, il doit vite se rendre compte en fait à quel point il est moins bon. Enfin, où est-ce qu'il est le moins bon pour avancer plus vite. Voilà. Tu as récemment dit dans un média français où on te posait la question le temps que personne ne connaît, qui est-il? Et donc tu as répondu introverti, timide, pas à l'aise, qui doute de lui et qui n'arrive pas à communiquer. Et donc ça, je pense pour certaines personnes qui nous écoutent, elles ne se seraient jamais dit ça. Elles se seraient jamais dit ça. Donc, comment est-ce que tu as fait pour surpasser ça ou si ce n'est pas le cas, parce que finalement, ce sont des points très, très personnels, très profonds. Mais aujourd'hui, quand on te voit, tu es à l'aise, ou en tout cas tu parais à l'aise, tu parles bien, tu communiques bien, tu es sur les réseaux, on te voit. Donc, comment est-ce que tu as surpassé ça et pourquoi? Sortir de sa zone de confort, je pense que ça doit être la passion de l'entrepreneur. Je me challenge tous les jours. Même aujourd'hui, je trouve vraiment que j'ai beaucoup de lacunes en communication. Mais je trouve encore que mes idées ne sont pas très claires quand je m'exprime et j'essaie de les rendre de plus en plus claires, intelligibles, j'essaie de les simplifier. Je trouve encore que dans mon discours, j'ai beaucoup de lacunes. Et puis du coup, je me force à faire des podcasts, je me force à parler devant les équipes ou à intervenir pour pouvoir améliorer en fait cette lacune. Mais comme j'ai toujours fait dans tous les domaines dans lesquels j'ai agi en entrepreneuriat. Par exemple, quand j'ai commencé les arts martiaux, c'est parce que je ne savais pas me défendre et j'avais peur de me faire taper à la récré. Voilà. Quand j'ai commencé la danse, c'est que je n'avais pas du tout la musicalité. Je n'avais jamais joué d'instrument. J'avais deux pieds gauches. En plus, j'ai fait des arts martiaux, donc j'étais deux pieds gauche, mais en mode robot. J'avais rien. Et sortir de cette zone de confort, se dire non, mais c'est possible de pouvoir être bon dans un domaine dans lequel on était mauvais. Partir de cette croyance, je pense que c'est ce qui est le plus important. Et puis pareil pour la communication. Donc, je sais, comme je t'ai dit, je ne suis pas un communicant, je ne suis pas un commercial du tout. Elle n'est pas là ma zone de génie. Elle est dans les opérations, dans le recrutement, dans le management. J'adore créer les produits et les services. Donc du coup, cette lacune-là, je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce que je vais faire? Du marketing, du personal branding. Je vais commencer à parler devant tout le monde de ce que je pense aussi mal que je suis. Mais je pense que
si je ne regarde pas bah voilà, les premiers podcasts, dans 10 ans, je me dis, si je regarderai mes premiers podcasts et peut-être que je me dis, ah voilà, je suis hyper content de l'évolution que j'ai fait parce que là maintenant, Brian, ça fait 10 ans que tu m'interviews Parce qu'on va se voir chaque année. Hein. et puis ça a bien évolué et puis je suis hyper content. Et puis en fait, je pense que la vie, c'est ça. C'est essayer de sortir sa zone de confort, essayer d'ignorer le regard des autres parce que c'est un frein à notre développement personnel et puis juste se regarder soi-même, se dire ah bah je suis content d'avoir évolué là-dedans et puis d'ailleurs je le dis, il y a plein de leaders introvertis, timides qui n'étaient pas faits du tout, qui n'avaient pas en tout cas les prédestinations du grand entrepreneur à succès, mais Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, c'est des anciens introvertis, des geeks, voilà, qui ont toujours eu du mal à s'exprimer. Entre les premières apparitions de Mark Zuckerberg, qui était une catastrophe sur scène et où il a pris énormément de cours d'élocution pour pouvoir bien s'exprimer, on voit qu'il a fait un travail énorme parce qu'il devait, pour sa boîte, c'était le représentant. Mais tout est possible du coup. Donc du coup, pour moi, ma partie timide, c'est celle que j'essaye de combattre. Là où j'ai peur, j'essaie d'y aller. Voilà. Et je pense que ça sera ma satisfaction, peut-être dans 10 ans où je serai content d'un de mes passages de podcast. Et donc, toi, tu prends tu te fais suivre, tu as un coach ou tu prends des cours d'élocution, de rhétorique, tu as essayé? J'ai essayé. J'ai pris des cours privés à un moment de pouvoir s'exprimer en public avec un coach privé, mais en fait, ça ne fonctionne pas pour moi. Pourquoi? Parce que j'aime pas les cours. Et j'ai jamais aimé les cours d'ailleurs. Et par contre, j'aime le terrain, l'action, la pratique. Ouais. Et du coup, j'ai beaucoup plus de plaisir à apprendre en parlant avec toi que tous les jours, 2 heures par jour, essayer de faire les A, O, E, machin, je sais pas quoi, essayer de m'exprimer en étant ou faire partie des groupes de diction, etc. C'est pas moi. Donc, je préfère avoir des conversations, essayer d'évoluer et puis de prendre conscience de comment je m'exprime pour pouvoir m'améliorer de podcast en podcast. Et voilà. Ok. Je te pose ces questions parce que ça m'intéresse aussi personnellement. Moi aussi, je veux m'améliorer dans toute cette partie-là. Je suis aussi un introverti. Et donc, toute cette partie de communication aussi. Et tu vois, finalement, mon podcast, j'ai la chance, c'est pas moi qui parle. Moi, je pose juste des questions et puis on me répond. Donc, mais voilà, c'est vrai que je veux aussi travailler sur tout ça. Donc tu m'inspires par rapport à ça. Donc, pour ça, je suis content de pouvoir te suivre aussi. Je voulais te reposer la question si tu avais des sources que tu recommandes régulièrement, autres que Naval Ravikant, par exemple. Je ne sais pas si dans cette dernière année, tu as eu... là, on a parlé d'Anthony Bourbon au tout début, mais je ne sais pas s'il y a un livre qui t'a marqué récemment ou que tu as recommandé, ou un podcast, un documentaire ou autre. Je suis beaucoup les podcasts de Steven Bartlett, par exemple. Ouais. J'adore. Ouais. J'adore parce qu'il a toujours des personnalités des invités qui sont très intéressants, qui s'expriment bien, qui ont des super niveaux de développement personnel. J'ai suivi récemment, j'ai vu récemment un podcast avec lui qui interviewait l'auteur qui avait suivi Elon Musk et Steve Jobs. Pour créer leur biographie. Donc en fait, le gars suivait ces 2 entrepreneurs qui sont complètement différents pendant 2 ans, tous les jours, et qui a je dirais, la liberté complète d'écrire ce qu'il a envie dans sa biographie. Voilà.
et qui s'exprime sur justement la vie de ces entrepreneurs au quotidien, bah voilà, ça je pense que ça m'inspire de savoir comment d'autres entrepreneurs qui n'ont pas le temps vraiment de transmettre à leur vie vivent et prennent leurs décisions au quotidien. Et pour moi, bah voilà, ce type de podcast-là, euh, d'entrepreneurs ou interview de CEO, c'est ce qui m'inspire le plus et où je me source beaucoup. Voilà, Ouais, de Diary of a CEO, c'est ça. j'avais vu, le plus gros podcast européen, Mhm. pour la petite histoire. Très bon podcast que j'écoute aussi régulièrement. Et tant que je ne sais pas si j'avais déjà instauré ce concept. Ah oui, je me souviens, parce que tu m'avais donné une bonne question par rapport à justement au concept de Naval Ravikant. Et donc là, la question que j'ai pour toi d'un ancien ou d'une ancienne invitée, c'est la suivante. Si tu avais 2 boutons magiques qui permettraient soit de supprimer complètement et à jamais l'IA, donc l'intelligence artificielle, de la surface de la planète, et donc de ses effets potentiels tant positifs que négatifs, ou d'accélérer son innovation et son adoption, quel bouton presserais-tu ? Moi, je suis un optimiste. Donc, j'appuierai sur le bouton de l'IA, pas Full. celui qui l'efface. Let's go. Parce que je pense que ça peut améliorer la qualité de vie de l'être humain. Ça peut amplifier je dirais, tout être humain s'il l'utilise de la bonne manière. Et après, bah, je dirais, cliquer sur l'autre bouton, ça voudrait dire, bah voilà, penser que l'humain est plus mauvais que bon. Et moi, je pense que l'humain est plus bon que mauvais. Donc, j'appuierai sur l'IA pour accélérer le bazooka super dangereux qui va tuer des millions de jobs et puis qui va créer des Terminators. Non, je le vois pas comme ça. Je vois plutôt bah voilà, un recentrage de l'humain sur des activités plus créatives. J'ai pas l'impression que depuis que l'IA est sorti, qu'on travaille moins. J'ai l'impression qu'on travaille tous 10 fois plus plutôt. Euh, donc, ça va rajouter, je pense, du confort. Ça va améliorer beaucoup de produits. Ça peut améliorer également des sujets comme la durabilité, l'impact carbone. Ça peut accélérer des innovations qui nous permettent, comme le souhaite Elon Musk, d'être une espèce multiplanétaire. Je pense qu'il y a énormément de choses positives qui peuvent provenir de l'IA. Après, bah oui, est-ce que le monde sera assez intelligent, euh, euh, sera travaillé en cohésion pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait les sécurités qu'il faut et puis pas laisser cette arme entre de mauvaises mains. Seul le temps nous le dira. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier quand on parle d'IA, quand on parlait avant de IoT, donc des objets intelligents connectés, où on parlait de je ne sais pas combien de pourcentage de jobs d'aujourd'hui n'existeront plus demain. On a tendance à oublier qu'il y a 100 ans, il y a des jobs qu'aujourd'hui on n'imaginerait pas. Porteur d'eau pour pouvoir boire de l'eau. Enfin, il y a tellement de jobs qui, si on te disait aujourd'hui, non mais ça à l'époque, c'était une personne qui prenait et qui allait l'amener à quelque part, à un endroit. Aujourd'hui c'est illogique. Et donc simplement moi je pense que ce sera un shift, on va vers une transition. Après par contre, est-ce qu'on saura vraiment l'adopter d'une façon intelligente et en espérant que nous, que la génération entrante aussi, peut-être s'instruisent à nouveau par rapport à certains concepts qu'on perd avec cette tendance à tout avoir très rapidement. Tu vois que les réseaux sociaux, tu veux tout directement, donc tu perds cette notion de long terme. Mhm. Ça, moi, ça me fait un petit peu peur. Et donc, je ne sais pas ensuite avec l'IA comment est-ce qu'on va réussir à lier tout ça. Mais
Ouais, moi, je suis aussi plutôt optimiste comme toi, donc je me dis que dans tous les cas, on va trouver des solutions et on va avancer dans ce sens-là. Ma dernière question, Tang, tu y avais déjà répondu. Peut-être que ça a changé, donc ça m'intéresse de te reposer cette question. Qu'est-ce que le succès pour toi? Le succès, je vais changer ma réponse du Tu coup, te comme souviens de ça, ta comme ça. réponse? Je me souviens pas, mais enfin, oui, un petit peu, mais peut-être ça dépend des périodes, tu sais. Et là, Ouais, ouais. je suis dans une période où je pense que le succès, c'est de savoir vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment une question qui semble simple, enfin qui semble simple, mais qui est vraiment, vraiment très difficile en fait. Parce que, parce qu'au début, je pensais par exemple que mon but était d'être heureux. Alors qu'en fait, je me rends compte que beaucoup d'entrepreneurs, leur but, c'est pas ça. Enfin, de la manière après de juger qu'est-ce que ça veut dire être heureux, hein. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'on défend une cause? Est-ce qu'on cherche la liberté financière? Est-ce qu'on cherche le développement personnel? Est-ce qu'on on cherche à, je sais pas, à combler un vide? Qu'est-ce qu'on veut? Et puis je trouve que bah, le succès, c'est vraiment, vraiment de trouver qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie et, et aller le chercher. C'est tout. Moi, je crois que c'est une bonne façon de terminer cet épisode. Est-ce que il y a des points dont on n'aurait pas parlé qui... Oh, je pense. Ouais, mais On tu sais, recommence un épisode. tu sais que je suis de plus en plus frustré par le temps. Le temps que je peux avoir pour parler. Bon, typiquement, le podcast que tu citais avant, donc de Diary of a CEO, lui, ils sont assez courts. Enfin, quand je dis assez court, on s'entend, hein, pour moi, un épisode qui dure 1 heure et demie, c'est plutôt court. Ouais. Donc, je considère aujourd'hui que mon podcast est assez court. Après, tu as d'autres podcasts pardon, comme Tim Ferriss, Joe Rogan, où là, Oui. c'est 2, 3, même parfois, tu tends vers les 4 heures, ça devient des films. Et moi, j'aime beaucoup parce que tu les écoutes d'une certaine façon. C'est pas un truc que tu vas écouter en une seule fois. Tu les écoutes, c'est comme un livre en fait que tu vas consommer de temps en temps. Est-ce que bon, j'aurais pas besoin de te poser cette question-là, mais toi, de faire un podcast de 2-3 heures, ça te plairait un jour? Quand je dis un Oui, bah jour, moi aussi, là, le temps passe vite, hein. ouais. Là, j'ai l'impression Ah, tu vois, qu'on bon, vient bah, juste de c'est faire parfait. l'introduction. Ouais, complètement, complètement. Et puis que ça ouvre d'autres sujets. Et puis Ouais, finalement, on pourrait c'est ça, dévier sur plein de sujets c'est ça. différents. Donc oui, je pense que c'est sympa. Après, tout dépend également, bah, voilà, je pense, des sujets. Bien sûr. Mais c'est vrai que cette partie podcast est en train vraiment de se développer partout dans le monde, qu'on voit des podcasts qui sont de mieux en mieux faits, de plus en plus intéressants, avec des invités de plus en plus, je dirais, différents. Et je trouve que bah, on apprend aujourd'hui euh, plus par le podcast, je trouve, que par les bouquins qui ont été écrits il y a 20 ou 30 ans, en fait, qui sont obsolètes. On peut reprendre des théories d'il y a 20-30 ans, mais elles ne sont plus appliquées aux réalités terrain d'aujourd'hui. Et comme tu dis, la, la simple arrivée des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, ça redistribue les cartes pour tout le monde. Voilà, tout le monde peut devenir, bah, voilà, comme disait Sam Altman, on sera dans une période où on pourra avoir des entreprises milliardaires avec une seule personne. Mhm. Et puis bah, voilà, du coup, avec ça, bah, le podcast est encore plus intéressant. Et aujourd'hui, bah, en fait, les médias qui sont, je dirais, assez live, très terrain, très d'actualité, bah, pour moi, c'est ça la source numéro un d'apprentissage des entrepreneurs. Voilà. Donc, c'est pas que je suis contre les bouquins ou l'académie actuelle, mais je pense qu'aujourd'hui, ce média-là est extrêmement, extrêmement intéressant pour évoluer au niveau personnel et professionnel. Et tu vois, en fait, on a très rapidement, mais vraiment survolé la partie IA. Et ça, c'est aussi une question que j'avais pour toi. C'était un peu de parler de ChatGPT et autres. Mais ce sera pour une autre fois. Moi, j'ai un gros job de développement pour mon podcast à faire que je n'avais pas fait jusqu'à cette année. Là, c'est un des objectifs de cette année.
Donc je reviendrai vers toi une fois et si ça te dit, on pourra potentiellement faire mon premier long épisode et peut-être que ce sera une façon de faire en sorte que tous les prochains, ce sera des longs épisodes et puis de cette façon, il n'y aura pas cette frustration. Avec grand plaisir, sachant qu'on vient d'investir euh, dans une boîte qui fait de la formation IA, ChatGPT et Copilot avec le groupe SwissRock. Donc, grand sujet sur la formation et la digitalisation future des entreprises en Suisse romande. Ce sera pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Tang. Merci à toi. À tout bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et s'il t'a plu, pour m'aider à continuer, abonne-toi à Développement avec Brian Oumana sur ta plateforme de podcast préférée et sur YouTube. Et n'oublie pas de donner ton avis en le notant. Si tu souhaites rester informé à propos des événements d'IFJ, je t'invite à t'inscrire à leur newsletter en allant sur leur site ifj.ch. Je te donne rendez-vous la dernière semaine d'avril pour ma deuxième collab avec IFJ. Ciao, ciao!